Bienvenue chez Wari. Bienvenue à Wari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. On voici les principales articulations. Dapan accueille l'approche contractuelle. Désormais, le centre hospitalier de la localité va mettre en œuvre ce programme de gestion déjà expérimenté dans d'autres unités sanitaires du pays. Et puis, deuxième et dernier jour des journées portes ouvertes de la Banque mondiale à Lomé. Pour cette ultime journée, ce sont les différents projets financés par l'institution au Togo qui étaient présentés au public. Vous les découvrirez dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Les hôpitaux publics du Togo en processus de contractualisation de leur gestion. Après les CHR de Blita à Takpamé et le CHU Sylvanus Olympio de Lomé, c'est au tour du CHR de Dapan de faire cette expérience. La gestion de cet hôpital a été confiée à l'Organisation internationale pour la gestion hospitalière. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale a effectué le déplacement de Dapan pour présider la cérémonie qui consacre ainsi le début de cette réforme dans cet hôpital. Le compte rendu avec la correspondance de Nestor. Bonsoir. 2 mois après le lancement par le chef de l'État du projet de contractualisation au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé, le centre hospitalier régional de Dapan commence aussi cette réforme engagée pour toucher toutes les formations sanitaires publiques. La réforme a été entreprise pour apporter des soins de qualité aux populations et elle repose sur une délégation de la gestion de ces formations à des sociétés non étatiques. Dans le cadre du CHR de Dapan, cette gestion sera désormais assurée par l'Organisation internationale pour la gestion hospitalière. L'OIGH va mettre en place les mécanismes et outils d'une gestion orthodoxe, mais le CHR de Dapan garde son statut public. Le traitement et les motivations des agents relèvent de l'État, de même que l'achat et la maintenance des équipements. Quand on prend le secteur de la santé, les ressources sont de 3 types. Les ressources humaines, c'est-à-dire le personnel qui y travaille, les ressources matérielles, le bâtiment et les équipements, et puis les ressources financières. Alors, ce qu'on observe dans nos différentes formations sanitaires et dans tout le système de santé, c'est qu'au fil des années, il y a les ressources qui augmentent, même si c'est encore en deçà de l'idéal. Mais en même temps, les prestations ne suivent pas, ce qui se traduit d'ailleurs par une désaffection de nos populations pour les hôpitaux. Et compte tenu du fait qu'il y a un fossé entre les ressources injectées et les résultats obtenus, le chef de l'État s'est dit c'est sûrement un problème de gestion. C'est ce qui a justifié l'approche contractuelle qui est une sorte de facilitation permettant une adéquation entre les ressources et les prestations. Nous avons commencé cela il y a exactement 1 an à Takpamé et à Blita et les résultats sont plus qu'encourageants. Et c'est ce qui a justifié le lancement le 24 avril au CHU Sylvanus Olympio par le chef de l'État et c'est ce qui justifie notre présence ici. Si cette réforme intervient pour améliorer la gestion des hôpitaux et autres centres de santé du pays, elle ne peut que susciter l'espoir des populations. La CCM, Commission médicale consultative du CHR de Dapan, est prête à travailler avec l'équipe de gestion pour que les populations trouvent satisfaction. Comme c'est arrivé, nous sommes prêts à travailler de concert avec la société contractante pour le bien-être de nous-mêmes, puisque nous sommes des malades potentiels, et pour toute la population de la région de Savane. On dit souvent aussi que le sac vide ne se tient pas debout. Donc, pour que nous aussi, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'eux aussi voient comment
quelles conditions ils doivent créer pour nous, pour que nous puissions mieux faire. Le CHR de Dapon offre ses services à une population d'environ 985 000 habitants. Il est la seule structure sanitaire de référence dans la région des Savanes. Il est composé, entre autres, de la médecine générale, de la chirurgie générale, du service de la gynécologie et d'obstétrique, de l'ophtalmologie, de la pédiatrie, de l'odontostomologie. Il dispose aussi d'un laboratoire, de l'otorhinolaryngologie, de la radiologie, de la kinésithérapie et d'un PDC, poste de collecte et de distribution des produits sanguins labiles. L'effectif du personnel est de 290 agents, dont 6 médecins. La santé, mais la santé maternelle et infantile, mais également la surveillance des maladies et l'éducation. Voilà entre autres des secteurs que prend en compte la Banque mondiale dans son appui au Togo. Et au deuxième et dernier jour des journées portes ouvertes de l'institution, plusieurs projets financés sont mis à jour. Luc Assi nous les fait découvrir. Le portefeuille de la Banque mondiale au Togo comprend 16 opérations en cours d'exécution pour un montant de plus de 200 milliards de francs CFA, dont 45% sont des dons. Au rang des interventions en cours, l'on peut citer le projet d'appui au service de santé maternelle et infantile et de nutrition PASMINE, puis le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIS Togo. Le PASMINE s'attache à réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et à lutter contre la mortalité maternelle. Quant au projet REDIS Togo, il est conçu pour renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales en vue d'une surveillance collaborative des maladies épidémiques et adapter des réponses immédiates et efficaces aux situations d'urgence admissibles. Le projet d'appui au service de santé maternelle, infantile et de nutrition est un don de la Banque mondiale à hauteur de 14 millions de dollars. Et le projet REDIS qui s'occupe du renforcement du système de surveillance des maladies est un projet de 21 millions de dollars, dont un crédit de 14 millions et un don de 7 millions. Aujourd'hui, on a au moins soit 11,7% de femmes enceintes qui bénéficient de fer acide folique dans la région des plateaux et 79,13% de femmes enceintes qui bénéficient de fer acide folique dans la centrale. Maintenant, toutes les 1000 DAC qui sont distribuées sur le territoire national aujourd'hui aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 1 an au cours des visites CPN sont à l'actif du projet. La sulfathionyl qui est distribuée aux femmes enceintes. Aujourd'hui, c'est le projet qui met ça à la disposition des femmes enceintes. C'est d'améliorer l'état nutritionnel des femmes enceintes par le fer acide folique et de contribuer à lutter contre le paludisme lors de la grossesse. Et surtout, de réformer le système national d'information sanitaire du Togo. Le projet REDIS permettra au Togo, à terme, d'avoir les fondamentaux d'un système de surveillance des maladies qui puisse permettre au pays de prévenir précocement les épidémies et de riposter efficacement contre ces épidémies. Donc, les fondamentaux seront mis en place pour que le système soit efficace. Le projet éducation et renforcement institutionnel phase 2, péri 2, est également l'un des programmes majeurs financés et soutenus par le groupe de la Banque mondiale. Son objectif, améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et primaire ainsi que renforcer l'accès et l'équité dans l'enseignement primaire, puis l'offre de services éducatifs. Il fait suite au projet initial PERI qui a été exécuté de 2011 à 2014 et dont il vient consolider les actions. Il y a un appui technique de la Banque mondiale pour
pour la bonne marche de ce projet. Le projet Péri 2 a été financé par le Partenariat mondial de l'éducation. Et la Banque mondiale est seulement un administrateur de ce projet. Donc il est chargé du suivi exécutif des activités de ce projet. 25 000 filles ont reçu à la rentrée scolaire 2017-2018 des uniformes scolaires dans 4 préfectures. En 1650 écoles reçoivent aussi des subventions de fonctionnement pour assurer la qualité et de l'enseignement. Au-delà de ça, nous avons aussi tous les élèves de CP1 du Togo ont reçu des manuels scolaires, des nouveaux manuels. Et il y a aussi le renforcement des capacités des communautés à la base en matière de gestion des écoles. On a aussi 80 écoles, salles de classe qui ont été construites dans 18 préfectures et 17 forages aussi dans ces 18 préfectures. L'accent particulier accordé à l'engagement citoyen et au renforcement des institutions dans le but de garantir un accès équitable aux services de base est un autre aspect important de la stratégie de la Banque mondiale. Le groupe de la Banque mondiale a pris des mesures pour améliorer l'efficacité de ces interventions. Parmi elles, l'initiative dite Banque Agile qui a démarré en 2016 et qui simplifie la préparation et la mise en œuvre des projets, réduisant les procédures de passation des marchés et de sauvegarde environnementale ainsi que sociale. Et cette journée a été marquée par la visite des stands des 11 projets donc financés par la Banque mondiale au Togo avec le public et une conférence autour du thème « Booster la création d'emplois décents pour les jeunes au Togo ». Les échanges ont permis d'analyser les différents projets et programmes du gouvernement en faveur des jeunes, l'apport du secteur privé et l'accompagnement de la Banque mondiale. Le reportage est signé Jazz Nampaga. 54% de la population active au Togo a moins de 35 ans. Et chaque année, 35 000 jeunes sont déversés sur le marché de l'emploi. Un marché qu'ils ont de la peine à percer à cause du taux de chômage de l'ordre de 2,4% et celui de sous-emploi évalué à 24,9%. Voilà qui justifie la présente rencontre initiée par la Banque mondiale pour plonger sur les stratégies innovantes à adopter pour booster la création d'emplois décents pour les jeunes au Togo. Il y a un problème de sous-emploi très pressant. Le taux de sous-emploi est assez élevé, en particulier chez les jeunes, c'est-à-dire des emplois précaires, pas sécurisés ou dans des mauvaises conditions ou qui n'utilisent pas leurs compétences. Donc la discussion, c'était vraiment comment travailler avec le gouvernement pour créer un cadre plus propice à la création de la richesse, à des entreprises qui sont capables d'embaucher du personnel et avoir des emplois décents mais aussi durables. La question du chômage et du sous-emploi des jeunes préoccupe au plus haut niveau le gouvernement togolais qui a mis en place plusieurs mécanismes dont le FAEJ, le PAEJ SP, l'ANPE, l'ANPGF et la JCF pour accompagner les jeunes à la recherche ou à la création d'emplois. En plus de ces projets-programmes, le chef de l'État a décidé en début d'année d'accorder 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. En dépit de tous ces efforts, des défis restent encore à relever. Les défis concernent chacun et donc à l'État d'harmoniser beaucoup plus la coordination. C'est vrai, nous avons aujourd'hui la coalition qui est là, mais continuer le travail pour au moins une meilleure cohérence entre les textes stratégiques au plan national qui facilitent
la mise en œuvre des orientations et qui permettent surtout le suivi et l'évaluation des impacts des différentes actions entreprises dans le cadre de l'emploi au Togo. Créateur de richesses, le secteur privé est aussi identifié comme principal pourvoyeur d'emploi. Les échanges ont permis de mettre à nu les difficultés qu'éprouvent les entreprises à absorber les jeunes en quête d'emploi, faute de formation adéquate, mais aussi de mesures fiscales contraignantes. Des programmes d'incitation ont été préconisés pour les encourager à embaucher les jeunes. L'État et le secteur privé doivent travailler main dans la main pour trouver des solutions idoines à l'employabilité de la jeunesse et de l'emploi en général, en mettant en place un fonds d'appui conseil aux entreprises, en mettant en place un fonds de garantie pour soutenir la création d'emplois et surtout au-delà de tout, en créant un cadre qui va faire émerger des entrepreneurs qui vont recruter énormément. Les apports des uns et des autres ont souligné la nécessité d'un bon diagnostic et de la disponibilité des statistiques en matière d'offres et de demandes d'emploi des jeunes. Des propositions concrètes ont été formulées. Tout ce que le gouvernement a fait jusqu'à date, comme effort assez important et extraordinaire, doit être revisité à l'aune du plan national de développement qui est en cours d'adoption. Et donc nous devons revoir tous les programmes et compléter avec quelques programmes clés. Le premier, c'est sur le plan fiscal. Lorsque sur les secteurs porteurs de croissance, un entrepreneur recrute quelqu'un qui paie 100 francs, le gouvernement peut faire des efforts pour prendre en charge de façon dégressive 80 francs en charge, deuxième année 50, troisième année 25, en demandant à l'entreprise de pouvoir garder les gens sous une forme de contrat. La deuxième chose, ceux que nous disons qu'ils ont du mal à trouver, ils sont inadéquats, ils sont à peu près 3 millions aujourd'hui, sur les 8 millions que nous sommes. Nous devons faire en sorte que nous ayons des programmes de formation de courte durée, avec des curricula assez courts pour pouvoir quelqu'un qui a une maîtrise en lettres, à quoi on peut le former en 6 mois pour qu'il puisse rebondir sur un emploi. Il veut travailler. Il faut qu'on puisse l'envoyer sur un emploi. Donc on peut investir un peu plus dans la formation de courte durée. Une feuille de route sera élaborée ensemble avec les administrations chargées de l'emploi des jeunes et la Banque mondiale pour renforcer la création d'emplois décents et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. L'autre temps fort de cette journée a été la visite des stands présentant les différents projets financés par la Banque mondiale au Togo. Rencontre de haut niveau sur le renforcement de capacité des institutions impactées par la modification de la loi du 14 mars relative à la réglementation des bureaux d'information sur le crédit. La cellule de coordination du climat des affaires veut sensibiliser ces institutions pour une meilleure collaboration afin de permettre au Togo de mettre à jour sa base de données exploitable par la Banque mondiale justement pour le rapport Doing Business. Le compte rendu avec Edem Soussou. Du climat des affaires demeure l'une des priorités du gouvernement. Et pour une croissance économique inclusive du pays, des efforts ont été faits pour faciliter l'investissement. 2 ans après le démarrage des activités du bureau d'information de l'UEMOA sur le crédit au Togo, suite à la loi uniforme relative à la réglementation des bureaux d'information, les lignes n'ont pas assez bougé au niveau des établissements de crédit. C'est pour cela que des réformes ont été entreprises en matière d'autorisation de traitement
automatisée de données à caractère personnel pour l'intégration des grands facturiers à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit. Ces acteurs vont ici mieux comprendre la dynamique enclenchée par le gouvernement et aussi leur contribution pour l'amélioration de l'indicateur prêt du Togo dans le rapport Doing Business. Le 8 mai dernier, effectivement, le gouvernement, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, a adopté le décret qui aujourd'hui implique ouvertement les facturiers dans le processus de renseignement de la base de données du BIC. Et au-delà de ça, déjà en 2016, la loi, le Togo a adopté, ou le Togo a voté la loi du BIC qui est la loi uniforme de l'UMOA. Donc depuis 2016 jusqu'à ce jour, au regard des statistiques, on a réalisé qu'il y a une évolution assez lente comparée éventuellement à d'autres pays. Le chef de l'État veut qu'on aille plus vite et donc il est important de changer avec les différents acteurs et comprendre pourquoi ça n'avance pas. Il y a un rapport sur le climat des affaires qui est sorti par la Banque mondiale, c'est le rapport Doing Business qui sort au mois d'octobre de chaque année. Il y a un indicateur important qui est l'obtention de prêts. Donc nous espérons qu'avec cette initiative prise par les autorités du Togo et l'atelier de sensibilisation qui est organisé aujourd'hui à l'attention des sociétés d'eau, d'électricité, des opérateurs téléphoniques, mais également des institutions financières, à savoir les banques et établissements financiers, mais également les institutions de microfinance. Cela va permettre à chacun des différents acteurs de pouvoir jouer pleinement leur rôle pour permettre au Togo de pouvoir atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année. Et l'engagement des autorités, mais également des différents acteurs, nous permettra sans nul doute d'atteindre cet objectif qui permettra d'améliorer la note du Togo en matière d'amélioration du climat des affaires. À terme, ces acteurs aideront à l'atteinte des objectifs du Doing Business qui projette l'enregistrement sur la base de données d'un nombre de clients correspondant à 5% de la population adulte du Togo au minimum. Pour le secrétaire général de la présidence, président du comité de suivi de la cellule climat des affaires, l'amélioration du climat des affaires est une préoccupation du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que l'économie togolaise soit au mieux de sa forme. Et pour mieux cerner cette loi et ses composantes, nous avons sur ce plateau deux invités. Vous l'avez sûrement reconnu dans le reportage, le directeur général du bureau d'information et de crédit BIC UMOA, monsieur Adamou Sambari. Monsieur Sambari, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également avec nous le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers, APBF, mais également directeur de la Banque Atlantique. Il s'agit de monsieur Michel Dorkinou. Monsieur Dorkinou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, monsieur Sambari, on a suivi le reportage tout à l'heure. J'ai donné votre titre. On a compris que vous êtes le directeur général du BIC. Alors, on va commencer très simplement. Essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est le BIC. Merci, madame, de l'opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à vos téléspectateurs pour leur entretenir du bureau d'information sur le crédit. Donc le BIC, qui est un bureau d'information sur le crédit, c'est une institution qui collecte des données auprès des organismes financiers, des registres publics, des grands facturiers, c'est-à-dire les sociétés d'eau, d'électricité, de téléphonie, mais d'autres entités qui gèrent des informations de crédit
ou de paiement. Ces informations sont traitées et mises à la disposition de ces mêmes structures qui sont les principaux fournisseurs sous forme de rapport de solvabilité qui permet d'avoir une information détaillée sur le client et qui est un outil d'aide à la décision des prêteurs lors de l'examen des dossiers de prêt des clients. D'accord, on va dire que ça c'est en français facile, c'est le plus simplement. Alors, depuis ce matin, donc il y a eu et on a organisé donc une rencontre de sensibilisation justement sur une loi, la loi donc relative à l'étendue de l'information sur le crédit. Alors dites-nous, expliquez-nous un peu plus l'objectif de cette rencontre du matin. Oui. Donc l'atelier de ce matin, donc c'est un atelier de sensibilisation des principaux acteurs, donc des partenaires donc du BIC relativement à la modification de la loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit. Il faut noter que cette loi donc a été adoptée il y a de cela 2 ans, donc en mars 2016. Et le bureau d'information est rentré en activité au Togo au cours de la même année. Il a été constaté que ce bureau n'est pas suffisamment renseigné par les différents acteurs, du fait donc d'une difficulté qui a été exprimée par notamment les banques, les établissements financiers et les institutions de microfinance pour pouvoir déclarer les prêts, les engagements des clients qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. C'est pour cela que l'État donc du Togo a adopté un projet donc de modification de la loi qui vise donc à permettre aux établissements de crédit et au SFD de pouvoir déclarer les engagements des clients qui sont antérieurs à l'adoption de la loi. Tous ces engagements pour alimenter la base et rendre la base très utile pour les établissements et avoir suffisamment de données dans la base et atteindre parallèlement aussi, donc tout à l'heure vous l'avez indiqué donc dans le reportage, d'avoir 5% de la population du Togo qui est au niveau donc de cette base. Mais également, nous l'avons noté, puisqu'au-delà donc des informations de crédit, on collecte aussi donc des informations de paiement au travers des grands facturiers, c'est-à-dire les sociétés d'électricité et de téléphonie, qui ont une masse importante au niveau de leur clientèle et qui permettrait donc d'avoir des informations, des données alternatives pour avoir une meilleure qualification des clients et avoir une information assez large qui permettra aux établissements et également au bureau d'information sur le crédit d'enrichir les rapports sur l'activité qui sont mis à la disposition des différents acteurs. D'accord. Alors, Monsieur Dorkinou, vous êtes le directeur de Banque Atlantique, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Et disons que vous êtes impacté par, disons, cette loi. Il faut rappeler que c'est le 8 mai dernier en Conseil des ministres que ce projet de loi a été adopté pour modifier l'article 53 de la loi relative justement au BIC. Alors dites-nous, Monsieur Dorkinou, en tant que, disons, principaux impactés par cette loi, que pensez-vous de la réforme? Effectivement, la modification qui est adoptée par le gouvernement est salutaire pour les banques. Et comme vient de le préciser le directeur général du BIC, c'est à la demande des banques elles-mêmes qu'on est allé à cette modification. Il s'agit donc de renforcer la confiance que
les banques devraient avoir dans les rapports de solvabilité qui sont produits et mis à la disposition par le BIC afin d'accélérer le traitement des demandes de crédit de nos clients. Donc, nous sommes au cœur de ce dispositif en tant que fournisseur d'informations d'abord et ensuite en tant qu'utilisateur de ces informations, ce qui nous permet d'avoir un rapport de solvabilité qui inspire confiance et accélère le traitement des demandes de crédit de nos clients. Donc, disons que cette modification était vraiment nécessaire pour que les données disponibles soient élargies. Et c'est pour cela qu'en adoptant cette modification, le gouvernement a jugé bon d'ajouter, outre les banques, en leur donnant plus de pouvoir, mais les facturiers également, qui vont contribuer à alimenter la base de données qui va servir donc au traitement de l'information. D'accord. Mais M. Dorkin, dites-nous alors, que peut attendre le Togolais lambda de la mise en œuvre de cette réforme-là? Voilà, dès que ce dispositif, qui est déjà opérationnel en partie, sera pleinement mis en œuvre, et nous comptons le faire d'ici les 3 prochains mois, eh bien le Togolais lambda, qui est donc client d'une banque, va sentir une célérité dans le traitement de ces demandes de crédit. Les banques n'auront plus à demander beaucoup d'informations parce que ces informations existent déjà. Donc, il suffit de consulter le rapport de solvabilité mis à disposition par le BIC pour que les décisions de crédit soient prises rapidement dans les banques. D'accord. Alors, M. Sambari, maintenant, dites-nous, cette réforme-là, cette loi, en quoi elle améliorera le climat des affaires au Togo et par ricochet attirer les investisseurs dans notre pays? Oui, vous savez, la Banque mondiale, chaque année, donc, comme on l'a dit, élabore un rapport sur le climat des affaires à l'échelle de l'ensemble des pays. Et dans ce rapport, il y a un certain nombre de critères qui font l'objet donc d'une notation. Et parmi donc ces critères, il y a l'obtention donc de prêts, qui est un critère assez fondamental, puisque c'est ça qui permet donc aux acteurs économiques, aux agents économiques, donc d'avoir accès facilement donc au crédit. Donc c'est cet indicateur-là qui est mesuré, qui permet donc de classer le pays au niveau de ce rapport. Il y a d'autres critères. Ce n'est pas le seul critère, mais ce critère est quand même prépondérant, puisque le crédit, c'est un élément fondamental donc, en termes d'investissement, puisque généralement, quand quelqu'un a un projet, il n'a pas forcément les fonds qui lui permettent donc de financer ce projet-là. C'est en faisant recours donc au crédit, que ce soit le crédit bancaire ou bien au marché financier, qu'il a la possibilité donc de pouvoir effectuer donc son investissement et produire donc de la valeur. Donc le fait donc d'avoir modifié donc cette loi va permettre donc de pouvoir alimenter donc la base avec des données assez importantes et par ricochet donc améliorer le score donc du Togo au niveau du classement du Doing Business. Et naturellement, quand un pays a une note assez bonne, donc du coup ça permet d'attirer donc les investisseurs, d'assainir le climat des affaires, effectivement. Voilà, tout à fait. Au niveau donc des banques, ça permet aussi donc de d'assainir le portefeuille, d'avoir un portefeuille donc de meilleure qualité au niveau du secteur bancaire. Donc, cela pourra contribuer aussi
à l'amélioration du climat des affaires. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sambari. Et Monsieur Dorkenou, une dernière question par rapport à cette dynamique d'amélioration du climat des affaires. Vous, en tant qu'acteur du secteur privé, comment appréciez-vous cette dynamique? Eh bien, c'est une dynamique que nous jugeons assez vitale pour l'économie togolaise et même pour le fonctionnement des banques. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis 2 ans, nous sommes sur ce processus. Et après une première évaluation qui montre que la progression n'est pas assez importante comme on l'aurait souhaité, on a pris effectivement toutes ces dispositions pour la modification de la loi. Et c'est le lieu de remercier vraiment les autorités togolaises, le directeur général du BIC et la Banque centrale qui ont contribué chacun à ce qui le concerne pour que cette modification soit effective. D'accord. Merci beaucoup, chers invités, d'être placés sur ce plateau. Donc, merci, Monsieur Adamou Sambari. Je rappelle que vous êtes le directeur général du BIC UMOA. Et Monsieur Michel Dorkenou, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers au Togo. La suite de cette édition, une agression terroriste suivie de la riposte des forces de sécurité et de défense. C'est une mise en scène à l'aéroport international Niazingbe-Yadema ce matin. Un exercice voulu par l'autorité de sûreté de l'aéroport qui teste son dispositif sécuritaire. Exercice qui répond ainsi aux normes internationales en termes de sécurité. Le compte rendu avec Félix Semtacha. Une détonation des tirs nourris et des bandades d'un public visiblement surpris. Nous sommes à l'aéroport international Niazingbe et Yadema de Lomé, un site choisi par des djihadistes pour une attaque terroriste. Pour riposter en temps réel avec professionnalisme et limiter si possible le carnage, des forces de sécurité de défense organisées et surtout bien équipées. Fort heureusement, loin d'une scène réelle, c'est un simple exercice grandeur nature pour mesurer le degré de réaction des forces de défense et de sécurité de l'aéroport international Niazingbe et Yadema. On a reçu un coup de fil anonyme nous signalant la présence d'un engin explosif au hall de récupération des bagages. Et tout de suite, on a mis en branle la procédure d'urgence. Donc, un cordon intérieur a été tout de suite mis en place par le commissariat spécial de l'aéroport. Et les artificiers ont été alertés et déployés sur les lieux pour reconnaître et désamorcer s'il y a lieu l'engin explosif qu'ils allaient découvrir. Et la deuxième partie consistait à agir sur 4 terroristes qui ont attaqué côté ville pour rentrer dans l'aérogare. Et là, le PC a été en première ligne et soutenu par le GILAT. Le GILAT, c'est un groupe d'intervention léger antiterroriste. Déminage et riposte à l'attaque armée pour sécuriser les lieux des exercices conduits sous le regard bienveillant des autorités togolaises. Les enseignements sont à tirer. Vous savez, il faut toujours s'exercer. C'est un exercice. Ça permet aux autorités qui gèrent l'aéroport de voir les hauts, les bas, les insuffisances, les dysfonctionnements. Pour corriger et pour pouvoir faire face à la réalité si un jour ça se passait. Il y a eu des exercices précédents qui leur ont permis de tirer des leçons. Et je dis encore une fois, on ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, je crois que nos forces ont la capacité de réagir promptement pour mettre nos passagers de l'aéroport à l'abri de tout danger.
danger. Des forces de sécurité et de défense prêtes à répondre à toute éventualité, certes. Toutefois, le ministre de la Sécurité, lors du débriefing, a exhorté les éléments à une vigilance constante et à la poursuite des exercices pour répondre aux normes internationales. Lancé officiellement le 25 avril dernier par le chef de l'État, le mécanisme TIRSAL, qui a pour objectif de transformer l'agriculture togolaise pour la rendre résiliente au choc et augmenter la productivité, est devenu par décret pris en Conseil des ministres MIFA. Entendez, mécanisme indicatif de financement agricole fondé sur le partage de risques. Et ce mercredi, le bureau d'implantation de la phase pilote du MIFA était face à la presse à Lomé. Le compte rendu avec Nathalie Panégui. Dévoiler le mécanisme. Devant ce parterre de journalistes, les membres du bureau d'implémentation de la phase pilote du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, une dénomination qui remplace désormais le TIRSAL, officiellement lancé le 25 avril dernier par le chef de l'État. Avec les mêmes objectifs que le TIRSAL, le MIFA se veut un fonds innovant pour une agriculture professionnalisée orientée vers le business. MIFA va transformer le financement du secteur agricole. En 2017, seulement 0,2% du portefeuille des banques est alloué au secteur agricole. L'ambition est d'arriver à 5% d'ici 3 ans. Et pour ce faire, l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et de financement va être totalement transformé. Le mécanisme part du marché qui va garantir les débouchés pour les petits exploitants, va renforcer la capacité des unités de transformation pour livrer les produits aux industries, aux commerçants et aux consommateurs qui eux maintenant vont acheter davantage les produits auprès des petits exploitants qui seront contractualisés, et ces petits exploitants qui sont organisés en coopérative vont bénéficier de l'assistance et de l'encadrement technique du MIFA avec un système géolocalisé de suivi et d'accompagnement et d'information, avec un système d'assurance qui leur garantit la productivité et l'amélioration de leur rendement pour qu'ils livrent des produits de meilleure qualité en quantité aux différents acheteurs de ces produits agricoles. Cette sortie officielle du bureau du MIFA annonce 2 événements majeurs. La foire MIFA qui va se dérouler du 23 au 25 juin prochain au Centre togolais des expositions et foire Togo 2000 et le lancement officiel de ce mécanisme le 25 juin. Il a organisé une foire de 3 jours, une foire de financement qui va regrouper tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole. Il s'agit des exploitants, il s'agit des institutions de financement, des agrégateurs, des transformateurs, des exportateurs, des assureurs. Il s'agit des prestataires de services dans le domaine agricole, de ceux qui sont dans la logistique. Bref, nous allons nous retrouver à la foire Togo 2000 pendant 3 jours, échanger, discuter, développer des partenariats et signer des conventions, signer des contrats fermes d'achat, de financement. Je donne un exemple, un agrégateur, c'est-à-dire plus classiquement un transformateur qui voudrait acheter un certain nombre de produits pourra trouver les exploitants agricoles sur place et contractualiser avec eux. Une institution financière pourra appuyer via un contrat de financement cet exploitant agricole pour pouvoir livrer le produit attendu par l'agrégateur. La foire MIFA, c'est donc un espace d'échange pour mettre en relation
tous les maillons de la chaîne de valeur visés par cet ambitieux projet du gouvernement. Les stands sont gratuitement offerts à tout participant. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 6e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le vendredi 22 juin 2018 à 9 h au nouveau siège de l'Assemblée nationale. La commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse a rendu public le rapport de ses activités pour le compte de l'année 2016. Il faudra retenir que 5 télévisions, 43 radios et 49 presses écrites ont effectivement bénéficié de cette aide durant 2016. Les précisions avec Komou Oyede. Selon les membres de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse, 5 télévisions, 43 radios et 49 presses écrites ont effectivement bénéficié de l'aide de l'État pour le compte de l'année 2016 dans les conditions prévues par les tests. Ils ont aussi relevé que le total des dépenses effectuées au cours de leurs activités est fixé à 101 850 000 francs CFA, soit un peu plus que l'enveloppe octroyée par l'État. Depuis au moins 3 ans, nous sommes en train de nous débattre pour que la subvention qui est de 100 millions puisse être augmentée. Donc, lorsque nous avons souhaité faire la répartition de 2016, on s'est rendu compte que les critères qu'on avait retenus et le nombre d'organes qui devaient en bénéficier, que cela nous amenait à un montant supérieur à 100 millions. Heureusement que nous avions un reliquat de 2015 disponible qui a permis de résoudre le problème. La rencontre est également une occasion d'échanger avec les responsables des organes privés sur les modalités d'accès à l'aide pour le compte de l'année 2017. Selon la commission technique, les dossiers de demande pourront être déposés à partir du 25 juin et ce jusqu'au 27 juillet prochain. Notons que seuls les organes nationaux privés ont accès à cette aide. Et parlons justement de l'aide de l'État à la presse. Dans un communiqué, le président de la commission technique de gestion de cette aide porte à la connaissance des directeurs d'organes de presse écrite, des directeurs des radios et télévisions commerciales privées, ainsi que des directeurs de radios communautaires, que le bénéfice de la subvention mise à la disposition de la commission pour l'exercice 2017 est subordonné à une demande. Cet exercice court du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. La demande adressée au président de la commission siège au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, rue de l'EPP Agbalépé de Grand-Lomé, devra comporter les pièces permettant de vérifier que le postulant remplit les conditions prescrites par le décret numéro 2009-065/PR du 30 mars 2009. Les demandes sont reçues du 25 juin 2018 au 27 juillet 2018. Les conditions de base à remplir, quelle que soit la nature de l'organe de presse écrite ou presse audiovisuelle, à l'exclusion des médias confessionnels, publics, d'entreprises, d'institutions ou de départements ministériels, sont les suivantes. Être une entreprise de presse détenue au moins à 51% par des nationaux togolais. Avoir un personnel permanent déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale.
existait depuis au moins 12 mois révolus avant le 1er mai 2017. Être un organe de presse ayant un caractère d'intérêt général consacré notamment à l'information, à l'instruction et à la distraction du public. L'ensemble des conditions d'éligibilité à l'aide de l'État à la presse est disponible sur le site internet de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le www.hactogo.tg. Et de son côté, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales porte à la connaissance du public que dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs demain 21 juin, il sera procédé au dépôt de gerbes selon le programme ci-après. À Lomé, place des martyrs. 7 heures, arrivée et installation des populations. 7h25, arrivée et installation des invités. 7h30, arrivée et installation des chefs d'état-major des armées. Arrivée et passage en revue des troupes par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. 7h35, arrivée et installation des membres du gouvernement. 7h40, arrivée de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de Monsieur le Premier ministre. 7h50, arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant. 8h, dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts. 8h05, rappel historique par le maître de cérémonie. 8h30, départ de son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant. Fin de la cérémonie. Dans les préfectures, le dépôt de gerbes se fera aux endroits prévus à cet effet à la même heure. Et pour finir, dans un communiqué, le groupe Togocom informe que dans le cadre de la transformation du groupe Togocom, il sera opéré une refonte des tarifs des appels vers le national et l'international sur le réseau Togocel à compter du 22 juin 2018. L'objectif de cette refonte est de disposer d'une meilleure structuration de ces offres et permettre aux clients de se positionner sur les segments qui répondent à leurs besoins en matière de communication, voix et data. La direction générale vous remercie pour votre fidélité et pour plus d'informations, appelez le 888. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.